Bonjour et bienvenue dans le chapitre 15, 8 de votre livre sur la synthèse chimique. Alors dans ce chapitre, comme le nom l'indique, nous allons parler de synthèse. Et c'est quoi la synthèse en chimie? C'est fabriquer une espèce chimique. Donc nous allons voir comment au laboratoire ou même dans l'industrie on fait pour fabriquer une espèce chimique. Alors on va parler d'espèces chimiques synthétiques, mais deux types d'espèces chimiques que l'on peut synthétiser, celles qui ont un équivalent naturel et celles qui n'en ont pas. Et là on parlera d'espèces chimiques synthétiques et artificielles. Alors les différentes étapes. Premièrement, on commence par fabriquer, réaliser la transformation chimique. Ensuite, cette espèce chimique, il va falloir l'extraire d'un mélange. Donc là, c'est l'étape d'isolement. Comme l'espèce chimique que l'on a extraite contient encore des impuretés, il va falloir la purifier, c'est l'étape 3. Dans l'étape 4, il va falloir vérifier qu'on a bien obtenu l'espèce chimique attendue, ça c'est l'étape d'analyse. Et dans la dernière étape, un calcul, donc là c'est plus quantitatif parce qu'il va falloir avoir une idée de la quantité que l'on a fabriquée, si elle est suffisante ou pas, et c'est le calcul du rendement. Alors, premièrement, le chauffage à reflux. Pour pouvoir fabriquer l'espèce chimique, on va utiliser un montage qu'on appelle un montage de chauffage à reflux. Vous devez connaître le matériel qu'on utilise pour le chauffage à reflux. Donc, on commence par, pour l'installation, donc placer un support élévateur, au-dessus un chauffe-ballon avec le ballon, les espèces chimiques qui vont servir de réactifs, mais aussi les produits que l'on va obtenir. Au-dessus, un système qui va permettre de refroidir, un réfrigérant et puis un support pour maintenir tout ça. Maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, on fait chauffer à l'aide du chauffe-ballon le mélange réactionnel qui est placé dans le ballon. Ce sont les réactifs, avec généralement de la pierre ponce pour assurer quand même une bonne agitation, une bonne homogénéation et puis surtout une bonne ébullition. Et pourquoi est-ce que l'on fait chauffer? C'est pour que la réaction chimique se passe rapidement. Parce que si on le faisait à température ambiante, eh bien on n'obtiendrait pas des quantités suffisantes et ce serait trop long. Donc on va chauffer pour accélérer la réaction de synthèse. Le souci quand on chauffe, c'est qu'il se forme des vapeurs et évidemment, on ne va pas fermer pour maintenir les vapeurs à l'intérieur du ballon pour des problèmes de sécurité. Donc on va laisser ouvert, mais si on laisse ouvert, il ne faut pas non plus perdre les vapeurs. Donc pour les conserver, les vapeurs, on va utiliser un système qui va refroidir les vapeurs, qui va les liquéfier. Et c'est le système qui est ici, c'est le réfrigérant avec cette colonne qu'on appelle un réfrigérant à boule. Donc dans ce réfrigérant, il y a deux, on va dire, parois, une paroi extérieure en verre et puis une autre paroi, vous voyez, à l'intérieur. Et entre ces deux parois, il y a de l'eau du robinet qui va circuler pour refroidir l'intérieur ici du réfrigérant. Si bien que les vapeurs qui vont monter du ballon, elles vont être en contact avec les parois froides du réfrigérant et la vapeur, elle va se liquéfier, elle va refluer, elle va retomber dans le ballon, d'où le nom de chauffage à reflux. Donc ce dispositif permet d'accélérer une réaction de synthèse sans perdre de matière. Et à la fin, on doit récupérer, donc il reste généralement des réactifs, mais surtout en grande quantité, en plus grande quantité, les produits, dont le produit recherché. Donc ça c'est la première étape, le chauffage à reflux, on fabrique l'espèce chimique attendue. Ensuite, deuxième étape, il va falloir maintenant extraire l'espèce chimique que l'on a synthétisée. Alors, si l'espèce chimique est solide, on peut utiliser une filtration. Si elle est liquide, il va falloir, s'il y a plusieurs phases, utiliser une ampoule à décanter. Alors, pour la filtration, on peut utiliser une filtration simple. Donc, filtration simple, vous savez qu'on utilise un entonnoir sur un support et puis en dessous un flacon qui va permettre de récupérer le liquide, le distillat. Et puis, dans le papier filtre, on va récupérer le solide. Maintenant, si on veut utiliser un dispositif plus rapide et un petit peu plus élaboré, on peut utiliser une filtration sous vide. C'est ce qu'on appelle une filtration sur Büchner. Donc le principe est à peu près le même que la filtration simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser, vous voyez ici un système, donc un Büchner qui ressemble beaucoup donc à un entonnoir. On place le papier filtre et puis en dessous, c'est relié à une fiole à vide. Donc tout ça est maintenu étanche grâce à l'utilisation de joints en caoutchouc. Ensuite, cette fiole à vide, elle est reliée à un système d'aspiration. Donc, c'est tout simplement une circulation d'eau. Par effet Venturi, ça aspire et ça crée le vide à l'intérieur de la fiole. Donc, comme ça crée le vide à l'intérieur de la fiole, quand on va verser le mélange ici, ça va aspirer le mélange.
si bien que en aspirant, eh bien la filtration va se faire de manière plus rapide. Le liquide, le filtrat va tomber dans la fiole à vide, et puis le solide sera récupéré et bien asséché dans le papier filtre. Maintenant, si le mélange qu'on a obtenu à l'issue de la synthèse est un mélange de liquide avec plusieurs phases, on va pouvoir utiliser une ampoule à décanter. Et grâce au robinet et après décantation, on va pouvoir séparer les deux phases. Alors, il peut être parfois nécessaire de purifier le produit obtenu. S'il s'agit d'un liquide, on peut réaliser un montage de distillation fractionnée. Le montage de distillation fractionnée, il reprend du matériel qui est assez semblable à celui qui a été utilisé pour le chauffage à reflux. Donc on utilise toujours pareil, un support élévateur, le chauffe-ballon, le ballon. Alors attention, au-dessus, ce ne sera pas un réfrigérant, c'est ce qu'on appelle une colonne de Vigreux. Et cette colonne de Vigreux qui est associée à un thermomètre, mais aussi un réfrigérant qui lui a été placé non pas dans une direction verticale, mais vous voyez cette fois dans une direction oblique et qui va permettre de recueillir ici à part le distillat qui va être obtenu lors du chauffage. Donc le distillat qu'on va recueillir dans un Erlenmeyer. Donc ça, ce dispositif, il va permettre, lorsqu'on a des liquides avec des températures d'ébullition qui sont différentes, de séparer ces liquides en fonction de leur température d'ébullition. Le liquide qui est le plus volatile, c'est-à-dire celui qui a la température d'ébullition la plus basse, c'est lui qui va monter le plus rapidement dans la colonne de Vigreux et qui va ensuite être refroidi par le réfrigérant et dont on va recueillir ici le condensat ou encore le distillat. Donc cette méthode qui permet de purifier un mélange de liquides en fonction de leur température d'ébullition. Alors pour vérifier maintenant que vous avez bien obtenu l'espèce chimique attendue et vérifier également sa pureté, on peut mesurer une de ses caractéristiques physiques ou bien réaliser une chromatographie ou une spectroscopie infrarouge. Alors on va commencer par exemple, mesurer une caractéristique physique avec le matériel qui est ici qu'on appelle le Bank-Hoffler. Donc ce matériel permet de mesurer la température de fusion d'un solide. Alors exemple, si on a synthétisé un solide et qu'on l'a purifié par une méthode qu'on n'a pas expliquée ici, mais qui s'appelle une méthode de recristallisation, on va pouvoir ensuite ce solide le déplacer sur la plaque qui est ici. Cette plaque, elle a la propriété d'avoir une température qui n'est pas la même d'un côté à l'autre. Donc vous voyez ici de ce côté que la température de cette plaque est de 50 degrés alors qu'à l'autre extrémité elle est de 260 degrés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser sur cette plaque d'abord le solide que l'on a synthétisé, que l'on a purifié, et ensuite on va le déplacer, ce solide, à l'aide de ce curseur. Et l'échelle de température que vous pouvez voir ici va nous renseigner sur la température de fusion du solide qui a été synthétisé. Cette température de fusion, on va la comparer à des références qu'on peut lire dans des tables et cela nous permettra de savoir si on a bien fabriqué l'espèce chimique désirée et quel est aussi son degré, d'avoir une idée de son degré de pureté. Autre méthode d'analyse, ça peut être par exemple une chromatographie. Donc la chromatographie, je ne vais pas reprendre en détail toutes les étapes et puis le principe de fonctionnement. Donc là par exemple, ce serait le produit synthétisé, on le compare à une espèce chimique pure de référence et on voit si le produit qu'on a synthétisé, on a une tâche qui est à la même hauteur que le produit de référence. Si c'est le cas, eh bien on voit qu'on l'a bien synthétisé et si on voit aussi apparaître une autre tâche, ça veut dire que il y a encore des impuretés dans le produit qui a été synthétisé. Autre méthode d'analyse possible de l'espèce chimique qui a été fabriquée, c'est réaliser son spectre infrarouge. Alors, pour réaliser le spectre infrarouge, ce n'est pas possible dans tous les laboratoires parce que c'est une méthode qui est plus coûteuse, mais quand on la réalise, on voit apparaître un spectre avec sur l'axe des abscisses le nombre d'ondes qui est l'inverse d'une longueur d'onde, mais attention parce que ça va être exprimé en par centimètre et s'orienter en plus de la droite vers la gauche, et sur l'axe des ordonnées, on voit apparaître une grandeur qu'on appelle la transmittance. Il y a seulement une partie du spectre qui va être exploitable, c'est cette partie ici qui a un nombre d'ondes qui est supérieur à 1500 par centimètre. On va regarder quelle est la position
des bandes et des pics de transmittance, et ces positions, en regardant les tables de référence, vont nous renseigner sur la nature des liaisons chimiques qui sont présentes dans la molécule, et bien là qui a été fabriquée. Donc ça va nous permettre de savoir si on a bien obtenu l'espèce chimique qui était attendue. Si on voit apparaître d'autres pics et d'autres bandes, eh bien ça va correspondre à d'autres liaisons et donc probablement à la présence d'autres espèces chimiques et donc nous renseigner sur la pureté de la synthèse. Dernière étape, après avoir réalisé, donc je répète, la synthèse, après avoir isolé, après avoir purifié et puis avoir visé l'espèce chimique, on va maintenant, eh bien, de manière quantitative, calculer sa quantité, donc d'un point de vue expérimental. Et on va noter ça MP, la quantité du produit qu'on a obtenu expérimentalement. Et on va comparer cette quantité à la valeur maximale qu'on aurait dû obtenir de manière théorique. Donc là, en faisant par exemple un tableau d'avancement, on regarde quelle quantité on a mis au départ de réactifs et quelle quantité on était supposé obtenir de produits, eh bien on va comparer ces deux valeurs, celle qui a été obtenue expérimentalement à celle qu'on aurait dû obtenir si on avait travaillé dans des conditions supposées idéales. Le rapport des deux va nous donner ce qu'on appelle le rendement, qui est inférieur à 1, ou autrement dit inférieur à 100%. Et plus il se rapproche de 1 ou de 100%, et bien plus ça signifie qu'on s'est rapproché de la valeur qui était attendue, et donc ça signifie aussi qu'on a travaillé correctement.